Il est 18 h et on l'aime ce générique, on l'aime cette douce musique qui annonce l'arrivée, le retour du débrief, votre rendez-vous 100% national sur les antennes de FFF TV. Pour nous accompagner, monsieur Vincent Magnès, comment ça va Vincent? Ça va très bien Manu, je te remercie. Impeccable, avec votre petite tunique et la mienne, on dirait vraiment Dupont et Dupont sont en voyage dans le championnat national. Mais bref, on remercie la Fédération Française de Football pour ces beaux cadeaux qui sont arrivés il y a quelques semaines. Au sommaire de cette toute nouvelle émission, tous les buts, toutes les réactions de cette 28e journée du championnat national. L'entretien de la semaine qui illustrera en tout cas Miguel Alfarella, le revanchard du FC Annecy, qui répondra bien sûr à toutes nos questions. Également focus sur la fiche Canal+ Sport de tout à l'heure entre Laval et Bastia, coup d'envoi 18h45. On s'intéressera au match dans le match entre Thomas Vincenzini et Thomas Robinet, duel de Thomas aujourd'hui. Et puis on terminera avec l'annonce que vous attendez tous, je le sais, les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars 2021. Qui pour succéder à Anthony Robic? On aura un élément de réponse en tout cas à la fin de cette émission. En attendant, cette rencontre se disputait ce vendredi sur FFF TV, même 8, et on en parle tout de suite dans le tour des stades. Je vous le disais, 8 matchs étaient au programme bien sûr de cette 28e journée. 8 matchs étaient au programme. 7 se sont disputés puisqu'il y a eu un report entre Le Mans et Créteil. Et on attaque tout de suite avec la victoire de Bourg-en-Bresse-Péronne. 1-0 devant le Stade Lavallois. Un 7e match sans défaite pour Bourg grâce au premier but de Benjamin Cornier en carrière en national. Oui, alors 7 matchs sans défaite, mais surtout 6 clean sheets sur les 7 derniers matchs. Défensivement, c'est très costaud. On sait qu'Alain Pochat avait été meilleure défense avec déjà Villefranche. Et là, depuis son arrivée, ça fonctionne de nouveau très très bien. Alors, cette équipe de Bourg, elle n'a pas fait que défendre parce qu'elle s'est créée énormément aussi d'occasions. Elle aurait pu mener par plus d'un but d'écart à la pause, avant la pause. Et puis, et à la mi-temps, sans un très bon, en tout cas, Alexis Sauvage, qui a été encore une fois très très bon. Alors, la deuxième mi-temps était un peu plus équilibrée parce que Olivier Frappoli était repassé à 3 derrière. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué dans ce système-là. Il est repassé à 4. Ça a été beaucoup plus équilibré. Malheureusement, ça n'a pas changé la donne. Exactement, ça n'a pas changé la donne. Et vous l'avez dit Vincent, Bourg qui enchaîne sur un 7e match sans défaite, sur une 6e clean sheet. Mais c'est surtout le 12e match sans défaite pour Alain Pochat qui, du coup, voit le maintien se rapprocher. Ouais, c'est sûr que l'objectif prioritaire, c'est d'atteindre cette barre fatidique, on va dire, des 40 points. C'est souvent ce chiffre-là que tout le monde veut atteindre pour repartir en national la saison prochaine. Donc là, avec ces 3 points très précieux contre Laval, c'est vrai qu'on a fait un bon pas. Il resterait encore une victoire ou deux pour vraiment souffler et vivre une fin de saison plus tranquille. Mais bon, voilà, on sait que tous les matchs sont très, très compliqués en national. Tout le monde serre les boulons et voilà. Donc, nous, c'est vrai qu'on est content d'avoir pu prendre ces 3 points contre Laval, qui était un concurrent aussi à la montée. Donc, c'est un bel adversaire. Encore une fois, c'est notre faculté à faire perdurer cette série le plus longtemps possible. On sait que des séries en national, je me souviens à l'époque de Béziers qui était relégable à la trêve et qui avait fini avec 8 victoires d'affilée en Ligue 2 et c'est vrai que cette série elle était incroyable. Si les garçons sont performants, si le collectif continue à fonctionner comme il fonctionne maintenant, forcément que on aura envie déjà que ça soit un classement qui soit en adéquation, je pense, avec le potentiel du club et de l'équipe. Alain Pochat, on évoque et on enchaîne sur la 2e défaite consécutive du Sporting Club de Bastia. 2e défaite en une semaine. C'est l'ancien Strasbourgeois Asdine Ounahi qui a inscrit son 3e but de cette saison et offert 3 points ô combien importants pour les Avanchinais, Vincent. Ouais, un énorme coup, hein, des Avanchinais en fait qui n'avaient plus de choix de remplacement au bout de 40 minutes avec déjà 3 blessés. Alors les Avanchinais ont déjà très très bien défendu et puis ensuite on opéré en contre et ça a payé avec ce but juste avant la mi-temps. En seconde période, les Bastiens ont joué beaucoup plus haut, ils ont pressé fort et que ce soit sur dans des situations de jeu ou sur penalty, Brice Cognard a été extraordinaire et il a permis à son équipe encore une fois d'empocher les 3 points. Alors effectivement, les Bastiens ont perdu une 2e fois d'affilée. Il possède effectivement un matelas assez important d'avance, mais je les sens encore en tout cas assez solides pour relancer la machine. Justement, Mathieu Chabert, il en parlait juste avant de partir. Une semaine en déplacement avec un staff élargi, avec un groupe de joueurs aussi également élargi. Le coach Bastiais a tenu à revenir justement à froid sur une semaine délicate, sans toutefois basculer dans la sinistrose. Il faut qu'on redevienne ce qu'on était, c'est-à-dire une équipe qui prend plaisir à défendre déjà. Parce qu'en football,
La priorité, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, mais il faut qu'on soit capable et qu'on retrouve cette solidarité et ce plaisir de défendre ensemble qui faisait notre force et qui fait notre force aujourd'hui, parce que c'est pas, je vous l'ai dit avant-hier, c'est pas 2 matchs qui vont tout remettre en question. Voilà, aujourd'hui, on s'est remobilisé. On a passé 2 jours agréables malgré les défaites, et c'est ça qui est intéressant. On ne sent pas de sinistrose, pas du tout. On sent pas, personne doute. On est focalisé uniquement et exclusivement sur le match de Laval. L'autre club bastiais, le FCBB, eh bien, était en déplacement du côté du FC7. Avant d'aborder eh bien, ce duel qui sentait le soufre, je le disais, dans la course au maintien, donnons la parole à Albert Cartier qui a pris la suite de Jean-André Ottaviani et qui nous explique ce qui l'a motivé à s'inscrire en tout cas dans la lignée du club présidé par Antoine Emmanuelli. 2 choses, la mission, c'est-à-dire l'objectif qu'on m'a donné, la mission, et les hommes pour la réaliser, pour la concrétiser. Les hommes qui sur le terrain et en dehors du terrain, certaines que je connaissais, comme effectivement Antoine Emmanuelli et d'autres, et puis les joueurs, retrouver le terrain. Parce que si les joueurs demandent souvent du temps de jeu, les entraîneurs aussi ont besoin de temps de jeu. Alors, j'ai trouvé une équipe qui certainement avait besoin qu'on lui donne une direction et un axe, un sens de travail. C'est une équipe qui, pendant 2 mois, était ballottée, mais depuis le début de la saison, avait vraiment tout ce qui avait été fait était très cohérent. Mais là, malheureusement, janvier et février ont un petit peu grippé tout ce qui avait été bien fait. Donc, il a fallu remettre dans le sens de la marche ce groupe. Après les mots d'Albert Cartier, posons-nous sur le match nul, 2 buts partout concédés par le FC Bastia Borgo eh bien, à l'extérieur sur la pelouse du FC7. Parlez-nous du contenu surtout, Vincent. Eh ben, la première d'Albert Cartier, justement, a bien failli se terminer par une victoire de ces hommes. Et c'est quand même un exploit déjà d'aller mettre 2 buts au FC7. Seul Villefranche l'avait fait cette saison. Un match où on s'est vraiment pas ennuyé. Il y a eu beaucoup d'intensité, d'occasions, beaucoup de fautes aussi. Bref, c'était certainement un match d'hommes. Alors évidemment, le nul ne contente personne, mais ça ne les assomme pas non plus. Donc il va falloir encore batailler pour les 2 équipes pour pouvoir se maintenir. Mais en tout cas, dans cet état d'esprit, tout est possible. Et pas mal ce petit retourné acrobatique de Souda dans les 5,50. On vient de le voir. Et puis une autre action bien sûr à vous montrer avec Wilson Isidore. Ce petit lob pour venir rajouter un but de plus bien sûr dans l'escarcelle du FC Bastia Borgo. À ce moment-là, le FCBB mène 2-1 comme vous l'avez dit. Ils ont mené 2 fois dans cette rencontre juste avant l'égalisation. On la voit qui va intervenir. Vous le voyez avec ce coup de billard dans la surface de réparation. Score final 2 buts partout. On va le dire, on va le répéter bien sûr Vincent, le FCBB donc qui a dû concéder un match nul à l'extérieur contre un concurrent direct au maintien et le scénario laisse forcément des regrets à Albert Cartier qu'on retrouve pour ce deuxième extrait. Tout à fait, quand vous menez 2 fois au score et encore à 5 minutes du terme du match, on peut avoir des regrets. Ça fait d'autant plus qu'on n'avait pas mis 2 buts à l'extérieur depuis le 9 octobre, donc ça remontait à loin. Cette équipe qui avait du mal à trouver l'ouverture, à se créer des occasions et à marquer, a montré là dans un match contre une des meilleures défenses de Ligue nationale, qu'on était capable de se créer des occasions et de marquer. Donc, mais sur l'ensemble du match quand même, il faut être, je pense, cohérent. Vu le nombre d'occasions que s'est créé, ce match nul 2 partout me semble logique. Et le duel pour le maintien, il risque d'être serré, Vincent, puisque le FC Annecy s'est offert une 3e victoire consécutive, qui les relance d'ailleurs dans cette course. Notons la 7e réalisation de Miguel Alfarella, la 3e d'Omar Wadé. Concernant le match, je vous laisse tout nous expliquer, Vincent. 4 victoires en 5 matchs, c'est un Annecy qui n'en finit plus de nous régaler. Alors ils sont en train effectivement comme tu l'as dit, de se sortir de la zone rouge. Et pourtant, c'est un match où les Choletais avaient ambitionné la victoire pour reprendre cette 3e place. Malheureusement pour Cholet, en fait, les joueurs de Stéphane Rossi, en fait, se sont fait surprendre, en fait, sur des ballons perdus à l'intérieur, et Annecy, très bon dans la transition, s'est pas fait prier et a marqué, effectivement, à chaque fois, son but. Alors, on l'a dit, si Annecy poursuit avec cette envie-là, en tout cas, elle va certainement s'en sortir. Et pour Cholet,
Et pour Cholet, bah, il va falloir rapidement se remobiliser pour essayer de toujours jouer le podium et cette 3e place. Et rappelons que Miguel Alfarella, le buteur, sera bien sûr notre invité dans l'entretien. On reviendra sur la situation et la saison du FC Annecy, c'est bien évidemment promis. On l'a vu Vincent, le Sporting Club de Bastia a perdu et le leader QRM renoue avec la victoire après 2 nuls consécutifs, grâce notamment à un triplé de Monsieur Othman Dadoun. J'imagine que ça a dû vous régaler ça. Ah ben encore une fois, bien sûr. Eh ben oui, parce que comment dire, les Normands en fait ont égalisé en fin de match à l'envie et au mental sur ces 2 derniers matchs. Là, en tout cas, elle a repris vraiment cette équipe, ça marche en avant. Elle était, on l'avait vu, plusieurs matchs d'affilée privés de sa doublette Dadoun et Young. Là, le retour de Dadoun en pleine forme, effectivement, leur offre une très belle victoire. Alors après, il y a cet arrêt en fait qu'il faudra surtout pas oublier de le mettre à 2-1. C'est un arrêt hyper important. Et puis derrière, c'est le 3e but d'Adoun qui permet à cette équipe de filer vers la Ligue 2. Exactement. On le revoit justement, le but du 2-1 inscrit par Othman Dadoun. Et puis Othman Dadoun qui va donc s'offrir son premier triplé dans sa carrière en championnat national, bien évidemment, pour parachever ce score. 3-1. On va revoir ce 3e but, vous le voyez, avec un bon travail notamment de Yacine Bahassa qui va décaler son attaquant. On se rappelle bien évidemment de l'absence également de Andrew Kadabra, Andrew Young, toujours blessé, qui devrait revenir face au FC Annecy. À la fin du match, François Poulet a pu recueillir, Vincent, les impressions d'un Bruno Irles forcément fier notamment de l'état d'esprit de son groupe. Quand c'est compliqué, on a toujours, je les ai pas vus lâcher, je les ai pas vus baisser au niveau des efforts. On a fait des erreurs, on a encaissé un but, on a fait des erreurs. Ils ont eu d'autres situations dues à nos erreurs, mais à chaque fois, c'était Othman, c'était Nicolas Lemaître qui avait peut-être aussi envie de se racheter sur le dernier but qu'on a encaissé à Saint-Brieuc. Mais voilà, je peux compter sur tout un groupe et je peux en être très fier ce soir. Après Bruno Irles, un mot quand même du héros de ce week-end, Othman Dadoun, auteur de son premier triplé. Je le disais tout à l'heure en national, on l'écoute, Othman Dadoun. Donc pour moi, ça fait triplé. Pour l'équipe, c'est les 3 points. Tout le monde est content et voilà, ça fait plaisir. Et la Ligue 2, on y pense, c'est dans un coin de la tête. C'est sûr, plus les matchs avancent et plus on prend des points, plus on y pense de plus en plus et on espère que ça va arriver. Après, malheureusement, dans le foot, des fois, il y a aussi des accidents. Donc, on préfère pas parler trop vite. Et puis, quand ça arrivera, là, bien sûr, on sera tous contents. Mais en tout cas, c'est un objectif. On peut plus se cacher actuellement. Et voilà, on va essayer d'aller au bout des choses. Mais j'ai eu des bons duos. Mais c'est vrai que cette année, avec Andrew, que ce soit sur le terrain, on s'entend très, très bien. Il sait ce que j'aime, je sais ce qu'il aime, et puis aussi en dehors du terrain, on a vraiment une bonne affinité, on s'écrit, on s'appelle, il vient à la maison, donc forcément après c'est des choses naturelles qui se créent, et voilà, il n'y a pas de triche entre lui et moi, il est content pour moi encore ce soir, il est venu me voir, etc., tout comme moi je suis très content de lui pour la saison qu'il fait et les buts qu'il met, et puis je lui souhaite le meilleur pour son avenir, mais en tout cas c'est vraiment mon meilleur binôme jusqu'à présent. Le meilleur binôme, bien sûr, jusqu'à présent pour Othman Dadoun avec Andrew Young. Vincent, c'est pas à vous que je vais le dire, cette association nous régale depuis le début de saison. Et ouais, c'est pour ça. Et au moment, à chaque fois de parler de Dadoun ou de Young ou des deux, j'ai ce petit moment d'émotion qui fait que j'ai eu du mal à partir sur le débrief. Mais c'est sûr que moi, depuis le temps que je connais ce championnat en tant que joueur ou consultant, j'ai rarement vu une doublette aussi prolifique et aussi sympa. Ouais, il y avait Grégoretti et Jawad El Hajri, mais ça remonte bien sûr à de nombreuses années. Mais en tout cas, ravi d'avoir ces 2 garçons dans ce championnat. Gardez de l'émotion, Vincent, parce qu'on va tout de suite attaquer une équipe nordiste et je sais que ça vous tient à cœur. L'US Boulogne-Cotopale qui accueillait l'US Orléans, l'actuel 3e à Orléans qui a mené 2 fois dans cette rencontre grâce à Gaëtan Perrin et Nicolas Saint-Ruf. Mais Moussaki et Joseph ont réussi à accrocher un point important en vue de la course au maintien. Ouais, puis surtout, c'était un match très équilibré entre Orléans, qui était quand même 3e et qui venait de battre surtout le Sporting Club de Bastia, une équipe boulonnaise, effectivement, dans le doute, avec sa dernière place. Mais quand on la voit sur un match comme elle venait de le faire, la face Orléans, et sachant qu'il lui reste encore 3 matchs en retard, moi, en tout cas, c'est perso, je me dis, il faudra peut-être pas les condamner trop vite. Son péché mignon depuis le début de saison, c'était qu'elle marquait que très peu. Là, elle en a marqué 2 face à Orléans, grosse cylindrée du groupe. La dernière fois qu'elle avait marqué 2 buts, c'était en décembre et c'était sa seule victoire. Elle va peut-être pouvoir se redonner un petit bol d'air frais avec cette Coupe de France qu'elle va disputer, je crois, mercredi. Et puis derrière, elle pourra peut-être, en tout cas, empocher les points pour espérer son maintien. Et puis d'un autre côté, cette équipe orléanaise, en fait, avec ce match nul,
eh ben, elle garde ses ambitions. Elle garde ses ambitions. On a vu eh bien, le deuxième but de Nicolas Saint-Ruf sur un bon service de Jessin Seba. Et on le revoit aussi également, eh bien, le penalty transformé par Joseph en toute fin de rencontre qui permet eh bien, l'US Boulogne-Cotopale de rester accroché à son objectif, bien sûr, de maintien. Une action a fait couler beaucoup d'encre, Vincent. C'est une action en toute fin de match. Cette occasion de Guillaume Béguin. On regarde et je vous laisse réagir juste après. Le centre a été contré. Le ballon récupéré par Moussaki pour Béguin qui loupe l'immanquable et qui met ce ballon au-dessus. Ah, c'était quasiment la balle de match. Vincent, ma question est très simple. Est-ce que c'était vraiment l'immanquable pour Guillaume Béguin? Je trouve le propos, moi en tout cas dur. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, en fait, sur le site des Boulonnais au niveau des supporters, je les trouve très durs parce que quand on connaît en fait les caractéristiques de Guillaume Béguin, quand on connaît ce garçon, la valeur du joueur, ce qu'il apporte dans un match, on sait que sa qualité première, c'est pas en tout cas pas de marquer, c'est pas un attaquant. En plus, quand on regarde l'action, et puis surtout c'est la fin du match, il manque de lucidité parce qu'il est fatigué. Il est au pressing sur cette action-là, il se retrouve en plus sur son pied gauche, même s'il a un bon pied gauche, mais il est quand même droitier. Il se retrouve sur son pied gauche, il est pressé par le défenseur et surtout il y a aussi qui sort très vite sur lui. Je trouve les propos très durs et c'est pas vraiment immanquable. Exactement. On a évoqué donc l'US Boulogne-Cotopale, un petit mot quand même avec l'US Orléans qui reprend un point d'avance tout de même. Et bien sûr ses poursuivants, ce qui satisfait l'une des révélations de cette saison chez les Guêpes. On a nommé bien sûr Carnegie Antoine qui répondait à nos questions. Ouais, il y a forcément des regrets parce que, comme tu l'as dit, on a mené 2 fois au score et on a été deux fois rattrapés. Mais malgré ça, ça reste quand même un bon point de gagner sur nos adversaires. On a toujours un point d'avance. On espère faire mieux ce week-end. J'ai réussi un peu à faire ma place dans l'équipe et faire partie aussi d'une équipe qui joue le haut de tableau aussi, c'est très bien. Et ouais, non, sinon, je trouve que c'est une bonne saison. Je pense que j'aurais pu faire encore mieux, mais je savoure un maximum. Après, j'ai jamais eu la chance de jouer à ce championnat parce qu'on m'a tout simplement jamais laissé ma chance. J'ai pris le foot comme il venait, en fait. Je me suis jamais pris la tête réellement. C'est sûr que plus jeune, j'avais des rêves. Et au fur et à mesure, le foot, c'est plutôt devenu un plaisir qu'autre chose. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai monté échelon par échelon jusqu'à arriver à Orléans. Le gros coup du week-end, il est pour Saint-Brieuc qui est venu s'imposer au Stade Bauer face au Red Star. Le Red Star qui n'avait plus perdu justement dans son entre de Bauer depuis le 11 septembre dernier. Une défaite qui arrive au pire moment de la saison, Vincent. Ouais, en plus, on sait que Saint-Brieuc, c'est une équipe qui aime la possession, mais à Bauer, en tout cas, on sait, et Dornano savait que c'était quasiment impossible de jouer en tout cas sur la possession. Donc le plan de jeu, c'était de bien défendre, de défendre haut, de couper les transmissions, et puis à la transition d'aller très vite. Et là, ça a payé avec Saïd. Alors effectivement, pour le Red Star et Vincent Bordeaux, lorsqu'on n'a pas la baraka, ça devient compliqué. Il faut quand même savoir que, je pense que les gens l'ont vu, mais sur les 3 ou 4 derniers matchs, c'est 8 fois les poteaux ou la barre ont été touchés. Forcément, ça devient compliqué quand on n'a pas en plus cette réussite. Comme Boulogne, il y a un match de Coupe de France pour eux cette semaine, ils vont pouvoir faire le vide, pouvoir peut-être se relancer, même qu'il y ait défaite ou pas, en tout cas ça change du quotidien du national. Et je suis aussi persuadé que ce genre de match avec le public audonien, comme dans les autres stades, les d'autres publics, en tout cas, peut-être que la donne aurait pu être différente. C'est le sentiment en effet qu'on avait en sortant du Stade Bauer ce samedi soir. Je propose, Vincent, vous en avez parlé, de revoir le but de Rafiki Saïd. J'ai une question juste après à vous poser, bien évidemment. Atmosphère suffocante, c'est Scott Kay là qui va trouver Rafiki Saïd à l'entrée de cette surface. Rafiki Saïd, il s'est mis pied gauche. Oh, il va frapper. Oh, le but de Rafiki Saïd. Il est somptueux et il vient ouvrir la marque pour le Stade Briochin. 1-0 pour les Griffons. Et le coup parfaitement joué. En dehors, bien sûr, de ces commentaires de grande qualité, Vincent, qu'est-ce que vous retenez? But de grande classe ou but plein de réussite? J'ai envie de dire les deux parce qu'effectivement il a la réussite parce que c'est d'abord touché par Daillé, ensuite par Chariot, elle tape la barre, elle tape le poteau, mais quelque part en fait cette réussite il faut se la provoquer et lui il a pas hésité en fait, il a pris le ballon, il est parti, il a frappé et puis c'est juste magnifique au bout. Ce qui est dommage c'est que le Hopopop il est pas duré assez longtemps. Vous avez raison, on a pu rencontrer quand même Maxime Dornano à la fin de cette rencontre, très heureux d'avoir fait un grand pas vers le maintien grâce à ce succès. C'est une bonne opération. Je pense qu'on se maintient ce soir. Voilà, il manque encore peut-être un point ou deux en fonction du nombre de descentes, mais
Mais voilà, oui, non, c'est clairement une bonne opération. Non, il y avait simplement la volonté de contenir l'adversaire déjà, parce qu'on savait qu'il y avait un bloc très athlétique en face, donc il fallait pouvoir répondre dans l'impact, et les joueurs l'ont très bien fait. Et maintenant, de pouvoir exploiter aussi nos ressorties par rapport à nos qualités de vitesse, voilà, tout simplement. C'était un super but, un exploit individuel de Rafiki, la Saïd. Voilà, il l'emmène côté gauche, il frappe dans un angle improbable, voilà, comme il peut le faire avec ses qualités. On a envie de préparer le match suivant contre Bastia, parce que ce sera encore un gros, ce coup-ci à domicile. Voilà, on ne se projette pas plus loin, simplement préparer le match suivant de la meilleure des façons, comme celui-là finalement. Le débrief aussi, Vincent, et on reste un petit peu sur ce match qui sert aussi bien sûr à tordre le cou aux immondes rumeurs, et on a bien travaillé après ce match pour vous dire que Vincent Bordeaux a bien toujours la confiance de son président Patrice Haddad. On rappelle que le Red Star qui accueille l'Olympique Lyonnais, ça sera jeudi en 8e de finale de Coupe de France. On adresse bien sûr toutes nos pensées chaleureuses au club audonien. Une dernière rencontre dans cette 28e journée, Villefranche qui recevait l'US Concarneau, un 5e match sans défaite pour les Caladois qui s'offre le scalp de Concarneau grâce au 3e but cette saison de Mohamed Guilavogui. Votre avis sur le contenu? Concarneau, en plus, c'est l'une des équipes du championnat qui produit certainement l'un des plus beaux jeux. Malheureusement pour elle, ça ne paye plus depuis 3 matchs. Et puis, en l'espace de quelques semaines, 3 ou 4 équipes lui sont passées devant. Donc, elle a la chance encore de recevoir sur ces 7 derniers matchs, elle va recevoir 5 fois. Et là encore, elle aussi des cartouches pour pouvoir jouer le podium. Et Villefranche, tu l'as dit, hein, cette série de 5 matchs sans défaite les a quasiment déjà sauvés. Maintenant, elle peut voir déjà beaucoup plus haut. Surtout, on l'a dit aussi avec Guilavogui, elle possède des joueurs très très en confiance. Exactement, des joueurs très en confiance. Morgan Guilavogui, l'unique buteur de cette rencontre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la semaine dernière, Mohamed Guilavogui n'avait pas ouvert son compteur but dans ce championnat national. 1 semaine et 3 réalisations qui font du bien à la tête, et il nous explique pourquoi. Ouais, je suis heureux, bien sûr, je suis heureux. Ouais, comme tu le sais, début de saison un peu compliqué, hein. Bon, c'est dû à beaucoup de choses. Comme mes coéquipiers le disent souvent, c'était un peu compliqué mentalement, début de saison, comme je vivais seul. Mais il y a madame qui était pas à côté, ça me perturbait un peu. Vu qu'elle est venue à côté, ça a dû me soulager et j'étais plus confiant et j'ai su prendre le même rythme comme avant. Et voilà, là, je me sens bien et je compte faire une très bonne fin de saison et marquer beaucoup de buts encore plus. On se dit, vu que l'équipe qu'on a, ça va être un peu dur à nous battre. Après, je peux pas dire beaucoup de choses. C'est le football, mais je pense qu'on a une très bonne équipe. On peut faire beaucoup de choses à la fin de saison. Villefranche, une très bonne équipe. Villefranche qui remercie aussi également Madame Guilavogui de s'être bien sûr rapprochée de Mohamed pour son plus grand plaisir. Un dernier match devait se tenir dans cette 28e journée. Il a été reporté. Match qui devait opposer Le Mans à l'US Créteil-Lusitanos. Reporté du fait bien sûr de l'épidémie de Covid au sein du vestiaire cristolien. Vous voyez la petite date, le 13 avril pour ce report. On a eu l'information justement au début de cette émission. Ce sera pas le 13 avril mais le 14 avril pour donc ce report entre Le Mans et l'US Créteil-Lusitanos. Je propose qu'on fasse tout de suite un point sur le classement de ce championnat national après la 28e journée. QRM leader, 4 points d'avance sur le Sporting Club Bastia qui compte un match en retard. L'US Orléans est 3e, 10 points derrière les Corses, 1 point devant Villefranche et le Stade Briochin. Attention Red Star qui compte encore un match retard et qui pointe notamment à 2 points des Guêpes. Dans la deuxième moitié de classement, Créteil, privé de match en raison de la Covid, a glissé dans la zone de relégation. On notera que Boulogne-sur-Mer est à 8 points de la sortie de la zone rouge, mais compte encore 3 matchs en retard. On le disait aussi également, le Sporting Club de Bastia a encore lui aussi un match de retard. La session de rattrapage, elle aura lieu très exactement dans 10 minutes pour une grande affiche sur Canal Plus Sport à partir de 18h45. On va en parler, mais avant cela, c'est l'heure bien sûr d'entretien. Notre invité a passé les 3 quarts de sa vie du côté du Havre où il a débuté le football, où il a fait notamment aussi également sa formation. La fin d'histoire avec le HAC sera d'ailleurs très triste, l'obligeant à aller travailler sur les chantiers et imaginant tirer un trait sur le foot. Mais Annecy l'a relancé et il leur fait du bien aujourd'hui en étant le meilleur buteur du Fessé cette saison. Miguel Alfarella est l'invité de l'entretien cette semaine. Bonjour Bilal, non c'était la semaine dernière. Bonjour Miguel, pardon. Comment va le corps? Comment va la tête surtout? Bonjour, ça va bien, le corps nickel et la tête, je me sens bien, je suis en confiance, donc
tout va bien. Alors Miguel, pour resituer bien sûr pour nos téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas, tu as 23 ans, tu as passé, je le disais tout à l'heure, les 3/4 de ta vie du côté du Havre où tu as fait ta formation, où tu n'as pas été également conservé chez les professionnels. Tu disais à un média local, je vais citer d'ailleurs, c'est France Bleu, tu disais que tu te considérais comme une erreur du Havre. Explique-nous pourquoi. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 7 ans au Havre et j'ai fait 14 ans là-bas. Et c'est vrai qu'ils m'ont pas conservé à la fin avec un contrat professionnel. Je l'ai mal vécu. Et ouais, j'ai toujours su que j'étais une erreur. Parce que je jouais pas beaucoup avec la réserve car il y avait les pros qui descendaient et je finis la saison avec 12 buts. Donc un attaquant qui met 12 buts avec la réserve pro, c'est sûr que tu te dis il y a un problème si tu passes pas pro, quoi. Et j'ai jamais su ce petit problème-là, en fait. Donc ouais, moi j'ai toujours su que j'étais une erreur du Havre et tôt ou tard, ils le sauront de toute façon. Le Havre a bloqué ton départ au FC Sion et ensuite t'ont laissé partir libre. Tu étais déjà père de famille, il a fallu forcément que tu cherches du travail. Ouais, c'est ça. En fait, je suis allé en essai à Sion, ça s'est très bien passé. Et après, il y a eu un petit peu des soucis avec le Havre qui m'ont pas laissé aller à Sion. Donc j'étais libre. Et je décide d'arrêter le foot et d'aller travailler pour donner à manger à mon fils et à ma femme parce que c'est moi l'homme de la maison, c'est à moi de ramener à manger. Donc voilà, après, je l'ai fait et j'en suis très content parce que aujourd'hui, si j'ai autant les crocs sur le terrain, c'est grâce à ça aussi. Et justement, quand tu revois cette époque où tu dois laisser un peu le ballon de côté et où tu travailles dans le bâtiment, un métier qui est quand même très très dur, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui sur ta situation? Bah, je suis content. Je suis content parce que, en fait, quand j'étais dans le bâtiment, je voulais complètement arrêter. Même quand le FC Annecy m'a appelé. Et en fait, c'est quand je travaillais avec mon père dans le bâtiment, mon père m'a poussé à y retourner, en fait. Il m'a dit retourne, c'est le foot et tout. Qu'est-ce que tu veux faire dans le bâtiment? Y a rien pour toi ici. Donc je suis retourné et ça se passe très très bien. J'ai fait 2 belles années en CFA et il y a eu la montée et aujourd'hui je suis heureux d'être dans le niveau du national. Justement, Miguel, revenons là-dessus. Comment tu es passé des chantiers au FC Annecy? On s'imagine que lorsque le FCA t'a appelé, tu as dû te dire que c'était un peu ta dernière chance. En fait, c'est Jean-Philippe Nallet qui m'a appelé avec François Rodriguez. En fait, François Rodriguez était directeur du centre de formation du Havre. Et comme c'est son beau-frère, ils ont un lien de famille. Donc, il lui a parlé de moi. Il m'a appelé, mais moi, j'avais la tête ailleurs. Je voulais vraiment pas. Ça y est, c'était fini pour moi le foot. J'avais tiré un trait et même si j'étais toujours revanchard, j'avais quand même tiré un trait parce que j'étais dégoûté en fait. Et donc du coup, j'y vais pendant une semaine. Ça se passe super bien. Et j'étais très bien avec le coach Elder Esteves. Et j'ai fait 12 ou 13 matchs, je crois. Et j'ai mis 9 buts. Donc franchement, c'était 6 mois fantastiques. Je pouvais pas rêver mieux pour un retour en CFA en plus, qui jouait la montée. On l'a loupé de peu. Et après une saison en CFA avec l'arrivée d'un coach qui s'appelle Michel Pansignon, je me suis blessé en Coupe de France, fracture du ménisque contre mon chat. Et je suis revenu. Et puis après, bah, il y a eu l'arrêt avec le Covid et on est monté en national. Donc, on va dire que ça a sauvé un petit peu notre saison, quoi. Parlons de cette saison aussi également, Miguel. On sait que tu as été touché par la Covid. Tu as commencé aussi cette saison en étant blessé. Ça ne t'a pas empêché, grâce notamment à ta polyvalence, de t'installer dans le 11 de départ du FC Annecy. C'est quoi ton regard justement sur cette saison 2020-2021? D'un point de vue personnel, bah déjà j'étais frustré d'être blessé en fin de prépa pour le match contre Le Mans. Et bah après, je suis revenu, mais je suis revenu petit à petit. Le coach avait déjà son équipe en tête et c'était un peu compliqué. Plus après, j'ai eu le Covid, donc c'était pas 7 jours, mais 15 jours enfermé à la maison à ce moment-là. Donc ouais, je l'ai mal vécu le premier début de partie de saison. Et après ça, quand le coach s'est fait licencier,
il y a le coach de la réserve qui reprend, qui me dit qu'il compte sur moi. Et je l'ai tout de suite vu et ça m'a mis en confiance en fait. Et c'est de là que tout est parti. Quand on regarde le classement en fait d'Annecy, on pourrait penser en fait que vous êtes encore en danger. Et pourtant, depuis le début de saison, à chaque fois les défaites, ça s'est joué vraiment à chaque fois à très peu de choses. Est-ce que c'est ça justement l'apprentissage du national? Ouais, c'est carrément ça. Comme tu dis, ça s'est joué à des détails. Et les détails, quand on regarde au haut niveau, ça se paye cash. Et comme on a manqué de lucidité parfois, je sais même pas comment le dire, mais c'est pourtant avec l'équipe qu'on a, c'est vraiment un championnat faussé, parce que quand on montre aujourd'hui sur 5 matchs, on a 4 victoires et un nul, on revient vraiment bien. Et je pense que si on avait commencé la saison comme ça, on serait pas là où on en est aujourd'hui, quoi. Tout à l'heure, dans le tour des stades, on évoquait cette série de 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Qu'est-ce qui a changé, Miguel, au fessé, là, depuis un mois? Mentalement, déjà, ça va beaucoup mieux. Les attaquants, ils se mettent en confiance. Il y a beaucoup plus de communication sur le terrain. Et on travaille largement plus, hein. On travaille beaucoup plus. On en fait plus et ça se paye aujourd'hui. Aujourd'hui, fallait en faire plus dans la situation où on était. Donc, on en a fait plus et ça a payé. C'est sûr que là, chaque point, va falloir aller les chercher et on est préparé pour ça. De toute façon, là, il faut plus rien qu'on laisse. Il reste 6 matchs, c'est 6 finales. Merci Miguel pour ce moment. Alors forcément nous on est des militants pour le championnat national, mais on te souhaite bien sûr de retrouver le monde professionnel le plus tôt possible. Merci pour ton temps surtout. Merci, ça fait plaisir. Le rêve de tout gamin, de tout homme, et on pourra pas me dire non, c'est de jouer au foot et de signer un contrat professionnel. Et moi c'est mon rêve et j'espère l'atteindre. C'était mon rêve aussi, mon cher Vincent. Vous l'avez réalisé à ma place. Bravo, félicitations. Merci Miguel. Un match nous attend ce soir. Il oppose Laval à Bastia. Match en retard de la 25e journée. Et puisqu'on est très en retard et qu'il doit commencer dans 3 minutes, on vous donne toutes les clés tout de suite. Stade Lavallois Sporting Club de Bastia, match de clôture, match en retard surtout de la 25e journée nationale à suivre en direct en intégralité sur Canal Plus Sport tout à l'heure dès 18h45. Vincent, on évoque la dynamique justement de ces deux équipes avec le Stade Lavallois et bien mine de rien qui a pris 7 points sur 15 possibles lors des 5 derniers matchs. Trajectoire un petit peu plus compliquée pour le Sporting Club de Bastia avec une seule victoire sur leurs 6 dernières rencontres. Le 4e pire bilan à domicile du national, c'est là où le bas blesse pour le Stade Lavallois qui ne prend pas beaucoup de points du côté de Francis Le Basser. Et à l'inverse, c'est bien une équipe du Sporting Club de Bastia, Vincent, qui marche plutôt pas mal à l'extérieur. On rappellera aussi également qu'il s'agit parmi les 2 meilleures défenses de ce championnat. Votre avis sur cette rencontre? Mathieu Chabert l'a dit en conférence de presse, hein, le Sporting Club de Bastia connaît actuellement sa pire série, mais il veut pas être fataliste et on l'a même entendu en fait dénoncer un peu un comportement de sénateur depuis quelques semaines, que ce soit de la part des joueurs comme du staff. Ils se mettent tous dedans en fait, hein. Et puis du côté de Laval, la dynamique, en fait, elle était bonne avant le match contre Bourg. Et ils veulent encore croire en fait à la montée, mais pour ça, il faudra l'emporter à Le Basser. Et c'est vrai que là, depuis le début de saison, ils sont un peu en difficulté justement à domicile. Réaction attendue du coup pour les Bastiais. Vincent, on l'a dit, hein, ils sont partis dans un long périple les Bastiais. Ils vont passer une semaine en Bretagne. Ils vont d'abord aller à Laval avant d'aller bien sûr du côté de Saint-Brieuc. Quand on a un groupe comme ça, avec autant d'expérience et autant de caractère, on imagine qu'on va se dire les choses aussi côté Bastiais. Ben c'est ça en fait, et on le disait en fait sur le débrief du match face à Avranches, c'est que cette équipe effectivement, elle a perdu 2 fois, mais elle a, comme tu l'as dit en fait, elle a les armes déjà parce qu'elle a des guerriers dans son équipe, elle a des joueurs d'expérience, et là elle a tous ces joueurs qui peuvent faire la différence. Et puis comme tu l'as dit, ça va être très compliqué parce qu'il y a un gros périple. Et puis surtout en face d'elle, elle aura une équipe aussi revancharde de Laval. Exactement. Attention, semaine peut-être de secousse pour le Sporting Club de Bastia. On aura l'occasion de commenter tout ça. 18h45, juste avant, il faut qu'on vous parle du match dans le match, Vincent. Duel de Thomas aujourd'hui, 2 postes complètement différents. Avec d'un côté
Mon choix, Thomas Robinet, bien sûr, l'altruisme, la définition à l'état pur de l'altruisme, Thomas Robinet, meilleur buteur des tangos avec 11 réalisations cette saison. Fait important à noter, c'est le premier buteur du Stade Lavallois à avoir passé la barre des 10 réalisations depuis la descente du club mayennais en national. C'était bien sûr en 2017. On sait qu'il y a eu de la qualité devant du côté du Stade Lavallois depuis leur descente en national. Je disais la définition de l'altruisme parce que certes, il marque beaucoup, mais qu'est-ce qu'il travaille notamment pour ses coéquipiers, notamment à la transition, qu'elle soit défensive ou offensive. Et on le sait, c'est ce qui lui avait été reproché d'ailleurs un peu par le passé lorsqu'il était du côté du FC Sochaux. On vous en a parlé dans un précédent débrief. Thomas Robinet, avant, il n'avait pas la feuille de stats. Avant d'être repositionné en attaquant de pointe, il n'avait pas la feuille de stats. Mais très souvent, le FC Sochaux gagnait lorsqu'il jouait. Désormais, il a retrouvé, grâce à Alain Pochat, un nouveau poste, celui d'avant-centre. Il s'éclate, il marque, il continue à travailler bien sûr pour son équipe. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi l'une des conséquences, on va le dire, d'un état d'esprit absolument irréprochable. Chaque semaine, quasiment, on vous raconte une anecdote sur les qualités humaines de ce garçon. Inutile, bien sûr, de les répéter aujourd'hui. Vincent, votre choix, c'est un autre Thomas. Alors, j'ai cherché dans l'effectif du Sporting Club de Bastia et j'ai trouvé forcément Thomas Vincenzini. Exactement. Un confrère gardien à vous. Oui, enfin, ce qu'il faut savoir en fait de Thomas Vincenzini, en fait, c'est que durant toute sa carrière, il a toujours été doubleur, que ce soit au Sporting avec lequel il a connu le titre de champion de L2 et de L1, au FC Bastia Borgo aussi où il est parti après le dépôt de bilan, comme à Valenciennes, Lens où il était l'an dernier. Il a profité du départ d'Anthony Martin pour enfin s'imposer dans le club de sa ville. Il a en plus été déterminant dans un mois de mars très difficile où le Sporting a souffert, mais il a souvent été là pour sauver la baraque au prix de très très beaux arrêts. Et puis, c'est un garçon très timide en dehors des terrains. C'est d'ailleurs même assez rare pour un gardien. On a l'impression qu'une fois sur le terrain, c'est un vrai lion. Comme nous l'a dit Jean-Philippe Thibaudot, il s'agit de la jurisprudence Yannick Cahuzac. Ouais, jurisprudence Yannick Cahuzac, c'est-à-dire très timide en dehors d'un terrain, mais alors par contre, une bête affamée sur la pelouse. Mais alors, quand je dis c'est très rare pour un gardien, en fait, non. Alors, c'est parce que moi, j'étais pas comme ça. Beaucoup de gardiens n'étaient pas comme ça. En fait, quand on est fou sur le terrain, on l'est aussi un peu dans la vie. Mais si lui, il fait une aussi belle carrière aussi, c'est peut-être parce que justement, il sait être posé en dehors. Exactement. Vous avez désormais, alors qu'il est 18h46, vous avez désormais deux choix. Soit vous restez sur FFF TV et on vous donne tout de suite la liste des 3 nommés pour le meilleur joueur du mois de mars 2021. Ou alors vous switchez bien sûr sur Canal Plus Sport, 18h45 pour ce match entre le Stade Lavallois et le Sporting Club de Bastia. Vincent, vous restez avec nous? Moi, je reste. Bon, on va regarder les nommés alors. Les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars. Je sais que c'est la séquence que vous attendez le plus, bien évidemment. Les nommés, il y a eu un choix pas facile à faire. On vous rappelle bien sûr le mode de vote. Chaque duo de commentateurs qui a officié pour FFF TV a noté ses hommes du match. Une note qui commençait par 7 et pouvait aller jusqu'à 10. Il n'y a pas eu de 10, je vous le dis tout de suite. Il y a eu un 9, je crois, pour Andrew Young le jour de son triplé. Et à partir de là, une sélection de 3 joueurs a été lancée. Je propose qu'on découvre le premier profil. Tristan Boubaya, un joueur de devoir hyper actif qui est à 31 ans, le doyen d'ailleurs de cette sélection, élu homme du match par les journalistes de FFF TV à 3 reprises. Il a bien débuté le mois en marquant un beau but du côté d'Armand Cesari sur une frappe à l'extérieur de la surface. Relais de Stéphane Le Mignan sur le terrain. Il est un joueur exemplaire pour ses coéquipiers grâce à une énorme activité sur le terrain. Et s'il peut avoir parfois un petit peu de déchets, ceci s'explique aussi par ses incessants allers-retours sur la transition offensive comme défensive. Mais attention, c'est pas qu'un marathonien, il se projette vite vers l'avant, a cette capacité à casser les lignes et il faut se méfier de son timing aérien sur coup de pied arrêté. Ses qualités techniques, sa protection de balle lui permettent aussi de se sortir du pressing. Pas étonnant qu'il subisse d'ailleurs autant de fautes dans l'entrejeu. Voilà Tristan Boubaya, premier nommé dans cette sélection des meilleurs joueurs du mois de mars 2021. Je propose qu'on regarde tout de suite et qu'on connaisse l'identité du deuxième. Mehdi Boudjema, l'élégance d'un combattant, l'un des phénomènes de cette saison 2020-2021 pour ce garçon de 22 ans prêté par l'En-Avant Guingamp, un potentiel qui saute aux yeux, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les images. Il a en outre été élu homme du match par les journalistes de FFF TV à 3 reprises, contre QRM, contre le Red Star, contre Le Mans. Dans cette position de milieu défensif assez bas, il ferait presque office de milieu régista tant sa technique, son coup d'œil et son coup de patte font de lui l'un des chefs d'orchestre de choix du Stade Lavallois, aussi bien présent dans les duels qu'à la récupération. Il n'en reste pas moins un grand combattant qui a réussi, écoutez bien, à terrasser Cherendoy contre le Red Star. Ses qualités vont faire de lui un parfait box-to-box, mais dans le foot moderne, ce jeune talent devra aussi faire fructifier sa feuille de stats. On remarquera qu'il a tenté
au mois de mars, beaucoup plus d'ailleurs au mois de mars que lors des mois précédents. Mehdi Boudjema, pour rien vous cacher, il nous l'avait dit, c'était son objectif pour le mois de mars, il y est et c'est mérité. Il a livré des matchs de grande classe, notamment face aux grandes écuries de ce championnat, on le répète, QRM bien évidemment, le Red Star, en tout cas des équipes qui ont des objectifs et surtout des ambitions dans cette saison. Troisième profil et dernier profil. Peut-être que celui-ci vous fera voter, vous fera cliquer. Chers amis, je vous rappellerai les modalités de vote dans quelques instants. Andrew Young, le magicien Andrew Kadabra, 21 buts en 25 matchs pour ce joueur de 23 ans prêté par la Berrichonne Châteauroux. Il n'a joué que 5 matchs en mars à cause de blessures récurrentes, mais ça ne l'a pas empêché de marquer 5 buts contre Laval, contre Créteil, ainsi que son triplé en 7 minutes contre un concurrent à la montée Orléans. C'est pour l'instant d'ailleurs le meilleur buteur de France, devant Kylian Mbappé en L1, devant Mohamed Bayo en Ligue 2. Et puis avant que Dadoun ne marque un triplé le week-end dernier contre Lyon, il avait inscrit 49% des buts de Quevillours en métropole. Young, c'est un tueur, beaucoup de sang-froid dans le dernier geste, pas seulement un point de fixation puisque capable d'appel en profondeur vers le but. Ses contrôles sont d'ailleurs à montrer dans toutes les plus belles écoles de football. Voilà pour le troisième nommé, Andrew Kadabra, le magicien Andrew Young, donc, qui sera votre troisième choix, votre premier choix peut-être, mais le troisième en tout cas de cette sélection. Je rappelle que les trois noms ont été classés bien sûr par ordre alphabétique et non par ordre de préférence. Vous vous en doutez bien évidemment chez vous. Je vous rappelle que pour voter, vous avez d'ailleurs jusqu'à vendredi prochain. La décision, elle se fera à 50% sur le vote du public, à 50% sur le vote des entraîneurs. Alors si vous êtes comme nous, parmi le public, n'hésitez pas à tout de suite vous rendre sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Football, à vous rendre aussi également sur la page Championnat National de Football sur Facebook pour aller cliquer et pour aller donner votre voix au joueur qui vous a le plus convaincu. Et puis le résultat, il sera à découvrir en exclusivité dans le débrief. Ce sera non pas mardi, mais lundi prochain à 18 h. On a hâte de savoir, Vincent, vous avez une préférence sans nous dire. Vous avez une préférence ou pas? Moi, je dis jamais rien. C'est faux. Merci Vincent en tout cas pour cette belle émission. Toutes les excuses également pour les différents couacs que nous avons pu rencontrer, que vous avez pu rencontrer. J'espère que l'expérience était tout aussi agréable du côté de chez vous. On se retrouve très rapidement pour du national dès ce week-end bien sûr sur FFF TV. Et en attendant, on se quitte avec les meilleurs moments coulisses les meilleurs moments dans les coulisses de votre championnat préféré. C'était pas une très bonne journée aujourd'hui, mais à la semaine prochaine. Salut. Ouais mon gars. Bam. Ouais mon gars. Bing. Passe Amine. Ça c'est trop Amine. Pointu, sweet. Maldini, photo por favor, sí señor. Okay. T'es capable? Ah. Ah oui. Ah si. Ah oui. Il est blanc hein. Ah Bobo, ça va là, c'est bon là. Allez Moha, je sais les froides. Don't hang with no rats. Designer my fashion, I'm still sipping. Hey. I think that the champagne